Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous être fidèles et de suivre en notre compagnie cette autre édition du débrief de l'actu. Vous le savez, une fois par semaine, nous vous nous retrouvez en direct de Yaoundé pour cette quotidienne qui passe en revue les faits saillants de l'actualité nationale. Et au cœur de l'actualité, ce 19 octobre, 915 agents rayés des effectifs de la fonction publique camerounaise. L'annonce a été faite le 13 octobre dernier par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Cette décision qui porte à plus de 1400 le nombre d'agents radiés de la fonction publique depuis un an s'inscrit dans le cadre de la phase contentieuse de l'opération de comptage physique des personnels de l'État amorcé depuis 2018. Des faits qui poussent donc à s'interroger comment comprendre l'absentéisme chronique et l'abandon de postes épinglés au tableau des motifs. Tentative de réponse avec nos invités dans quelques poussières de secondes. Et pour entrer dans le du sujet, dans les échanges proprement dits, ils sont là nos invités. Pour l'instant, on a un 2 sur 4, mais on va faire ainsi avec à ma gauche Benoît Feu-Dieu qui porte sur ce plateau les éléments du langage du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il est communicant pour le compte du RDPC. Bonsoir et bienvenue Benoît Feu-Dieu. Bonsoir Madame Janice Nkanga, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs et bonsoir à mon copanéliste dont vous aurez l'occasion de présenter tout à l'heure. Et justement en face de vous, il a également suivi cette actualité, mais du bord politique du PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Son nom, Germain Fils Ekat Dibobé, c'est sa première sur ce plateau du débrief de l'actu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Janice, bonsoir à vos millions de téléspectateurs, bonsoir à vos millions d'internautes, parce que généralement je prends l'habitude lorsque je suis invité sur un plateau de parcourir un peu le côté un peu... Numérique 2.0 numérique de la chaîne et de ses émissions. J'ai constaté que vous avez des millions de téléspectateurs également de ce côté-là. Donc je les salue tous. Je salue également, vous allez me donner l'occasion de dire joyeux anniversaire, de le lui dire à l'honorable François Biba, avec qui nous avons partagé hier son entrée dans un demi-siècle, parce qu'il a eu 50 ans hier. C'était de forts moments, parce que le PCRN, c'est l'humain au centre, on l'a porté ce réconfort-là, pour lui dire bienvenue vers la voie de la sortie, pour tous ceux qui savent qu'à un certain moment, il faut commencer à penser à la retraite. Et vous nous avez ramené un petit cadeau, peut-être, votre livre de chevet? Oui, c'est le... Comme vous le savez, nous sommes l'un des rares partis, si ce n'est l'unique, à avoir une offre politique que nous avons mis sur écrit pour tous les Camerounais. Et la première lecture... La première lecture ne vous donne pas généralement l'aperçu de tout ce qui peut être dit dedans. Donc généralement là, je suis à la 4e lecture du livre. Et chaque jour, quand je le lis, je découvre quelque chose de nouveau. Donc c'est toujours bien de partager avec les Camerounais. Merci en tout cas d'être venu. Nous restons en attente de Serge-Aimé Bikoy, notre sociologue qui va analyser, psychanalyser peut-être avec nous ce comportement qui gangrène la fonction publique camerounaise. Et notre expert du jour, le juriste, expert en droit de la fonction publique qui n'a malheureusement pas pu être là. Mais en tout cas, on va lancer le débat, peut-être avec des chiffres. Je commence avec vous, Benoît Feu-Dieu. 56 fonctionnaires radiés, 859 agents de l'État licenciés. Des chiffres en hausse par rapport à ceux annoncés en mai 2021 qui étaient de 7622 agents publics qui devaient répondre de leurs actes, notamment d'absentéisme, devant une commission de discipline. On parle également de 8766 mises en cause et seulement 601 personnels qui ont répondu aux convocations du Conseil permanent de discipline de la fonction publique. Quelle lecture faites-vous de ces chiffres? Déjà, les chiffres sont alarmants. Mais toutefois, on peut comprendre que pendant longtemps, on a
pas sûr qu'il y avait la gangrène dans la maison. Même si on avait sûr, même si on assure, on n'a pas utilisé toujours les armes qui étaient des bonnes armes pour pouvoir combattre, n'est-ce pas, cette gangrène. Mais si les chiffres montent aujourd'hui, cela démontre à suffisance que l'opération lancée depuis 2018 porte ses fruits. Cette opération porte ses fruits aussi bien que déjà en décembre 2020, le Premier ministre devant les parlementaires donnait déjà les chiffres de 10 000 agents fictifs qui auraient été nettoyés, ce qui permettait, n'est-ce pas, de renflouer les caisses de l'État d'au moins 40 milliards sur la masse salariale. La masse salariale au Cameroun qui est pratiquement de 1200 milliards. Quand on enlève déjà 40, vous voyez un peu ce qu'on gagne là. Mais ce qui est un peu curieux quand même là, c'est que les Camerounais continuent, n'est-ce pas, à œuvrer pour installer, comme on pourrait dire, un État de non-droit. Parce que quand vous voyez quelqu'un qui sait bien qu'il n'existe plus dans l'effectif de la fonction publique, ou encore qui assume, parce que pour les uns, quand vous allez voir, on parle de 50 ici dans la deuxième vague. La première vague a été 493 en mai. Donc à l'espace d'un an, ça fait déjà 1400 fonctionnaires et agents de l'État. Bon, et vous allez constater là que on a moins de fonctionnaires et plus d'agents de l'État. Et l'explication qu'on entrevoit là, c'est que les agents de l'État, généralement, pour ceux qui vivent au quotidien avec des fonctionnaires et les agents de l'État, ils se nourrissent souvent d'une insatiabilité constante. Bon, je pourrais le dire, si le terme n'est pas fort, insatiabilité, c'est un peu fort quand même, mais il faut le dire, ils ont l'habitude de porter les plaintes du genre ils ne sont pas fonctionnaires au même titre que les autres. Ils n'ont pas les mêmes avantages que les autres parce que quand on parle des agents de l'État, c'est généralement ceux qui passent par voie de recrutement, voie on pourrait dire indirecte, et qui sont, n'est-ce pas, qui relèvent du code de travail. Et donc vous voyez que le nombre, par exemple, le dernier nombre qui est à 915, on a au moins 859 agents de l'État. Donc, quand vous vivez dans votre quotidien, vous constatez que c'est des personnes que parfois abandonnent sans abandonner, bien sûr, le matricule pour aller s'installer dans leur propre compte ou encore pour se frayer un autre boulot quelque part. Mais avec cette dépravation qui anime même certains responsables, ils tissent, n'est-ce pas, des complicités. Parce que quand ils réussissent à entretenir ce flou-là, ils ne le font pas seuls. C'est avec la complicité de certains responsables. Et justement, la question que je vais peut-être poser à Germain, c'est il y a pourtant des chargés des ressources humaines dans ces administrations publiques. Comment vient-on, s'il fallait rentrer aux origines même du problème, comment vient-on à avoir tous ces chiffres-là des fonctionnaires fictifs, d'autres sont décédés, d'autres ne sont jamais à leur poste pendant autant d'années? À quel niveau se situe le malaise? Est-ce que la fonction publique serait une nasse ou ceux qui sont à l'intérieur veulent sortir et ceux qui sont à l'extérieur veulent entrer? D'abord, Janice, il faut féliciter le ministre de la fonction publique parce que pour une énième fois, il a quand même pu lui aussi démasquer avec son opération de COPS quelques fonctionnaires véreux qui ne sont pas toujours conscients de la gravité des actes qu'ils posent. Maintenant, quand on a fini de le dire, on peut quand même se questionner sur cette autre énième opération. Parce que entre le CJPS 1, je crois, après CJPS 2, Antilope, c'est beaucoup de milliards de francs que l'État met quand même dans la lutte pour démasquer des fonctionnaires fictifs. Maintenant, quand on a fait le on se questionne donc sur tous ces milliards et on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on arrive toujours à avoir ce renouvellement de fonctionnaires fictifs? Chaque ministre qui arrive lance une opération de pointage, d'identification ou d'assainissement. Simplement parce que, vous voyez, le système qui nous gouverne
ne se maintient que par la corruption. C'est-à-dire que c'est la corruption bien orchestrée dans le gouvernement qui fait que vous voyez des gens vivent donc dans cette nasse-là au quotidien, et ça va généralement de ceux qui sont en charge du pointage, comme vous le dites. Lorsque vous constatez peut-être chez les enseignants, je prends comme ça, le responsable en charge de pointer l'enseignant qui vient faire les cours est obligé de se retourner vers les parents d'élèves pour qu'on paye un vacataire. Entre-temps, le titulaire qui est là, lui, occupe d'autres fonctions et puis peut se partager son salaire avec celui qui pointe. Ouais, donc nous sommes dans un système d'engrenage de corruption et c'est pour ça que le système peut se maintenir. Parce que là-dedans, lorsqu'ils le font, ils vous tiennent, ils vous donnent, ils vous créent des casseroles qui permettent qu'ils vous tiennent et par lesquels vous n'êtes pas assez libéré pour poser un certain nombre d'actes citoyens pour qu'il y ait un changement rapide, une alternance. Donc c'est bien orchestré, c'est bien pensé. C'est depuis que ce soit les indépendances qu'aujourd'hui, cette corruption est bien orchestrée dans le gouvernement. C'est pour ça qu'on arrive à ça. Maintenant, quand on finit le dire, on dit il faudrait que ceux qui nous gouvernent prennent le temps de s'appesantir sur les problèmes du peuple. Il me semble que c'est le cas actuellement. Non, ce n'est pas le cas. Parce que quand vous dites que c'est le cas, ça veut dire que lorsque le citoyen lambda, entend qu'il y a des gens, M. Feudel l'a évoqué, on a épargné 40 milliards, mais vous vous questionnez également sur les 180 milliards du Covid. Vous pouvez vous questionner sur beaucoup d'autres projets. Dossiers qui ont englouti autant de milliards, autoroute gate, tracteur gate, Covid gate, stade gate, tout ça c'est beaucoup de milliards. Quand vous allez dans les lignes 94 et 65, on vous dit que les deux lignes seulement, quand vous allez sur 10 ans, une des deux, c'est 5 000 milliards. Mais ne nous éparpillons pas. Non, je ne m'éparpille pas. Oui. Vous allez voir où je suis, c'est 5 000 milliards. Vous constatez donc que c'est de la corruption dont je parle, bien orchestrée, de telle sorte qu'on ne peut pas se séparer d'elle. Si on se sépare d'elle, on ne peut plus se maintenir au pouvoir. Donc le régime, ce qu'ils font et qu'ils recommencent tout le temps avec le citoyen lambda, lui, quand il se questionne, et quand vous dites que c'est le cas, on ne se préoccupe pas de lui. Vous avez vu, moi j'ai suivi là, les gens cherchent le gaz dans tout Yaoundé. Mais M. Feudel nous a dit qu'on a épargné 40 milliards en 2020. Vous pensez qu'avec les 40 milliards, on s'est rentré chercher le gaz en 2020? Mais ces fonctionnaires qui sont absentéistes, qui ne sont pas à leur poste, fonctionnaires et agents de l'État, où vont-ils? Que font-ils? Non, mais certains sont là, hein. Certains sont là dans d'autres postes, dans d'autres emplois. Certains sont décédés, mais les familles, les membres de la famille ont continué à émerger. Mais c'est là où il faut même se questionner. Lorsqu'on fait le recensement du personnel de la fonction publique, qui va donc se faire identifier à la place de ceux qui sont morts, de ceux qui ont pris des billets d'avion, sont allés faire autre chose à l'étranger, de ceux qui ne sont plus en poste? Qui identifie donc? Comment se fait l'opération d'identification de l'agent à la fonction publique ou du contractuel? C'est là où il faut se questionner, parce que c'est là où part la corruption. Ça veut dire qu'à un moment, ça veut dire qu'il y a quand même un monsieur qui croupit en prison, on dit que lui seul prenait beaucoup de salaire. Hein? Voilà. Donc vous vous demandez comment est-ce qu'il arrivait à manipuler les machines et le système pour qu'il puisse se faire identifier plusieurs fois. Il faut donc questionner l'opérationnalité d'identification d'abord pour qu'on sache comment est-ce que le régime fait pour se maintenir en place. Mais Benoît Feujeux, passé l'euphorie de ces chiffres qui sont rendus publics par le ministre de la fonction publique, justement, Germain Fils pointait du doigt des faiblesses du système au fond qui plombent les performances de la fonction publique camerounaise. Non, mais je pense qu'il faut... Ça sera trop facile de prendre la chose comme ça. Il faut déjà voir le Camerounais, qui est même d'abord le Camerounais, parce que ceci ne répond qu'aux réalités des Camerounais. Donc, on le connaît congénitalement malhonnête, il faut le dire de manière simple. Hein. Donc, vous ne pointez pas des facteurs liés au management, mais plutôt des facteurs sociologiques ou anthropologiques? D'abord sociologique et anthropologique. Vous savez, on se défait difficilement de ce qu'on est né avec. C'est-à-dire, si on prend du temps à prêter quelques exemples, vous allez voir dès la maman qui s'amène à l'hôpital pour enfanter commence que par la corruption. Ça, elle va chercher, n'est-ce pas, à rouler le vendeur de billets d'insertion parce qu'elle connaît que se rendre directement chez le médecin et puis... Donc, tout dans votre raisonnement, le Camerounais ne bénéficie pas de la présomption d'innocence? Non, vous les avez jugés et condamnés? Non, il faut d'abord...
non, il faut commencer. Même la présomption d'innocence est difficile à accorder aux Camerounais de cette étape-là. Vous savez, la fonction publique est devenue un gouffre qui aspire toutes les calamités sociales. Et on est en train... Lui, il a cité quelques opérations qui ont connu leur temps. Les CGSPS 1, CGSPS 2... Qui ont englouti beaucoup de milliards. Mais il faut le dire que à chaque fois, il y a amélioration. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que l'opération de comptage physique du personnel de l'État est similaire à l'opération CGPS 1 ou CGPS 2. Non. C'est un peu différent. La grosse différence qui fait ressortir aujourd'hui les chiffres, c'est que avant, on identifiait, on faisait le recensement de fonctionnaires à travers tout simplement, vous envoyez la présence effective par vos responsables qui font déposer et puis on fait le pointage avec. Or, quand on parle de l'opération de comptage physique du personnel, vous vous présentez non seulement avec cette présence effective qui ne saurait être fictive, mais en plus, avec le certificat d'immatriculation, vous vous présentez avant de vous faire identifier. Et cela a permis quand même de revoir, parce que c'est à partir de là qu'on reconnaît que le fonctionnaire est là. Et moi, je vais dire que c'est un phénomène qui court, et qui n'est pas seulement au Cameroun. Bon, je n'aime pas trop souvent prendre des exemples. Même quand il a essayé de réveiller encore les uns et les autres avec le problème de gaz domestique. Non, bon, tous ces exemples qui ne nous intéressent pas maintenant parce que si nous essayons de regarder ailleurs, à l'heure où nous parlons ailleurs, il y a le carburant qui n'existe pas. Et vous savez que le carburant, gaz domestique, c'est les mêmes produits, ce sont les mêmes produits. Oui, mais si ailleurs aussi ils ont ces problèmes, ça veut dire que le problème, il n'est pas à l'attribuer tout simplement au système camerounais. Ça veut dire quelque part dans le monde, il y a quand même quelque chose qui mais ce n'est pas parce que c'est pratiqué dans... Même si c'était 90% des cas, que c'est forcément bien. Donc on prend exemple sur le 1% qui agit normalement. Nous souhaitons être parmi les 1% qui agiraient normalement. Et c'est pour cette raison que ces opérations sont multipliées. Et il en a félicité tout à l'heure les ministres qui ont initié cela. Et ils ne s'arrêtent pas là. Si nous sommes aujourd'hui, on a pris l'écart d'un an avec 1400. On ne sait pas, ce n'est pas encore terminé. C'est pas encore terminé, ça se poursuit. C'est que quand même un fonctionnaire, pour prononcer la révocation, il faut que cela soit conforme au statut général de la fonction publique et au code du travail. Et lorsqu'on voit la démarche qui a été entreprise, elle est conforme, parce que cela est même parti avec la multiplication des mises en demeure. Oui. On cherchait même à ce que les... C'est l'aboutissement de toute une procédure. C'est de toute une procédure. C'est l'aboutissement de toute une procédure. Et nous disons, ça continue. Et alors, qu'est-ce qu'on peut plutôt penser? On peut plutôt croire que, à l'avenir, si on maintient le cap, ou encore on ajoute d'autres astuces, c'est qu'on peut arriver à assainir, n'est-ce pas, ce milieu, on ne pourrait pas dire avec risque zéro. C'est un peu difficile. Il faut pas, on ne peut pas rêver, mais on se dit, on peut y arriver. Donc, pour dire tout simplement que le Cameroun est dans une phase très importante de son histoire. J'ai avancé les chiffres aujourd'hui que ça rentre dans les caisses de l'État. C'est aussi bien que ça. Justement, ça rentre dans les caisses de l'État, ces 40 milliards, à quoi est-ce qu'ils sont réutilisés? Dans quoi est-ce qu'ils sont investis? On a envie de savoir. Non, très bien. Quand l'argent rentre dans les trésors publics, il peut servir à autre chose. Il est diligenté encore dans d'autres services de l'État. Il peut même servir davantage aussi à payer notre personnel qui pourrait être recruté. Je prends un exemple. On venait de procéder au recrutement de 3000 instituteurs. Alors, si déjà on a quand même une marge de manœuvre pour pouvoir gérer ce personnel-là, ou encore élargir. À chaque fois, on a des attentes, on a des personnels en attente, il y a des concours. Ça peut permettre, quand on voit le budget, dans le budget, on a une marge qui est dédiée au fonctionnement. Lorsqu'on trouve que cette cagnotte, elle est suffisante d'élargir et d'additionner quelques recrues, ça ne peut que faire du bien aux Camerounais. Mais ce qui est quand même sûr et à retenir, contrairement
contrairement à ce que penseraient des uns et des autres, cet argent retourné ne va pas dans la poche de quelqu'un, ça rentre dans le trésor public et c'est diligenté encore dans les services de l'État. Germain Fils, est-ce qu'il ne faut pas questionner peut-être l'opération en elle-même, l'opération de comptage des personnels de l'État, de comptage physique des personnels de l'État? Est-ce qu'on peut s'interroger aujourd'hui sur la pertinence de l'opération? Est-ce qu'au-delà des chiffres, l'opération n'a pas rendu toute sa ressource, n'a pas donné tout son verdict? Non, il faut même se questionner, même déjà dans ce que vient de dire M. Fedeux. Parce que lorsqu'il dit que l'État épargne 40 milliards, vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on publie une liste de fonctionnaires, de tous les chiffres qu'on évoque là, on n'adosse pas derrière ces chiffres-là des montants chiffrés. Parce que vous avez 8 766 fonctionnaires et agents contractuels concernés. Il n'y a que 601, vous l'avez dit, qui ont pensé répondre à l'appel. Aux convocations. Voilà. Vous avez donc encore presque 8100 personnes qui ne sont jamais venues. Mais quelle action est-ce qu'on engage sur les 8100 personnes? Est-ce qu'on continue à les attribuer des salaires en attendant qu'ils viennent ou alors on les suspend? Voilà la vraie question. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une nasse de corruption là-dedans. Vous avez 8100 personnes que vous avez identifiées et que vous attendez, à qui vous avez servi des mises en demeure ou des convocations, comme vous dites, de se présenter. 600 sont venus, 8100 personnes ne sont pas venues. Ces personnes-là sont de quelle catégorie? Le salaire, c'est quoi? 300 000 le mois fois 8100 personnes, c'est combien de milliards? Vous voyez qu'il ne vous évoque que 40 milliards. Mais il ne vous dit pas qu'il y a plus de 40 milliards de francs qui sont sortis, qui vont continuer à être sortis tous les mois pour payer 8100 personnes fictives. Vous voyez donc là... En attendant que l'opération... En attendant que... Madame Janice, nous sommes des responsables d'entreprise. Lorsque vous constatez qu'il y a une fuite de devises quelque part, vous fermez d'abord le robinet. Mais comment est-ce que vous continuez à laisser le robinet ouvert et vous dites que vous êtes dans une opération? La première opération qui vous permet d'avoir une action vraiment active sur ce que vous avez détecté, c'est de fermer le robinet. Alors, je serais content que M. Fedeux nous dise que, OK, les 8100 autres personnes qui ont été identifiées, dont on attend qu'ils viennent se faire identifier, les salaires sont suspendus. C'est beaucoup de milliards également que le Trésor public devra avoir. Maintenant, quand vous questionnez l'opération elle-même, c'est un individu qui identifie. C'est un individu ou bien des individus à qui on a confié de recevoir ou d'être à l'accueil de tous ceux qui viennent se faire identifier avec des notes de prise. On ne va pas mettre en doute la caution morale. Non, ce n'est pas mettre en doute. C'est de comprendre comment les opérations se font. Comment on arrive donc à avoir des personnes fictives alors qu'il y a des gens qui viennent physiquement? Il a dit, la première phase c'était qu'on envoyait juste une prise de service et tout. Maintenant, dans le COPEC, on constate que vous venez physiquement vous faire identifier. Comment est-ce qu'on arrive donc à trouver encore qu'il y a 8100 personnes qui ne sont jamais venues se faire identifier de manière physique, mais qui continuent à percevoir les salaires? Voilà la clé de voûte qu'il faut comprendre. Ça veut simplement dire que le système est huilé. Il est huilé depuis le haut jusqu'à... Je vous dis, vous pensez qu'un seul monsieur dans un système comme celui-là peut prendre plus de 2000 salaires et être en train de se la taper douce pendant beaucoup de temps d'années sans qu'il y ait toute une chaîne? C'est la corruption installée par le système RDPC pour qui se maintienne en place. Du coup, au PCRN, comment pensez-vous qu'on peut adresser cette question? Quelle serait la solution durable et pas peut-être des solutions cosmétiques? Quelle serait la solution durable à appliquer à ce genre? Vous savez que nous sommes pour déjà le fédéralisme communautaire. Ça veut dire qu'une décentralisation effective. Et non seulement des services, mais également de compétences et de budget. Quand vous avez une opération comme celle-là, je vais la rendre minime auprès de nos entreprises pour que nous voyons dans le plan macro. Dans le plan minime dans nos entreprises, nous avons ce que nous appelons les pointeurs. Ça veut dire que lorsque je viens le matin, je mets mon empreinte. Même nous, jusqu'à nous qui sommes responsables, mettez votre empreinte. On a vos heures de sortie, vos heures d'entrée. Si vous êtes en mission, le département en charge des ressources humaines permet d'introduire que pendant vos 2 ou 3 jours, cette semaine d'absence, vous êtes en déplacement. Ça veut dire qu'on a un suivi quotidien de manière effective. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire de manière décentralisée, déjà auprès des unités respectives dans les arrondissements? On peut le faire. Maintenant qu'il y a un système central, il faut moderniser la façon de faire. Dans tous les cas, on ne modernise pas parce qu'on veut tenir des gens, on veut les tenir pour que le moment venu, on puisse les brandir un certain nombre de choses, c'est tout. Mais ce n'est pas sorcier. Ailleurs, il aime prendre des exemples, ailleurs ça se fait, l'identification se fait de manière numérique.
où vous avez le temps d'être identifié de manière numérique et on connaît exactement si vous êtes en poste, si vous n'êtes pas en poste, si vous avez été absent, si vous n'avez pas, si vous êtes en service. Avant d'aborder l'aspect numérique, Benoît Fedje, il y a quand même certains chefs de département ministériels qui ont impulsé une autre dynamique de management au sein de leur structure, à savoir un management axé sur la performance. Et dans ces administrations-là, pourtant, les heures d'arrivée, en tout cas du moins d'arrivée, pas de sortie, sont contrôlées. Et à 8 heures, on a des fonctionnaires et d'autres agents de l'État qui sont déjà au boulot. C'est dire que c'est possible. Tout va de la volonté politique. Non, c'est possible. De la volonté politique, elle est là. Et je crois que nul ne peut mettre en doute la volonté politique du président Paul Biya, qui est le président national du RDPC. J'aime souvent entendre bien mon copanéliste, comme bien d'autres, attribuer tout au RDPC, attribuer toutes les fautes, tous les échecs au RDPC. Et même j'aime souvent aussi qu'ils aient, n'est-ce pas, l'honnêteté intellectuelle d'attribuer les victoires au RDPC. Je crois que si on va dans leur logique, c'est que tout le Camerounais, j'ai l'habitude de le dire, serait uniquement du RDPC. C'est que je ne sais pas, donc c'est que le RDPC est un ensemble, est un grand ensemble dans lequel se trouve le PCRN, se trouve le XXY. Donc si on convient donc comme ça, on peut donc tout attribuer au RDPC. Mais pour dire tout simplement, non. Qui vous a dit forcément que les 8600 perçoivent tranquillement leur salaire? Si déjà en 2020, en décembre 2020, on faisait déjà allusion à un nettoyage qui a donné lieu à l'épargne de 40 milliards, mais cela voudrait dire que les suspensions même de salaire sont comptées. Ce sont l'ensemble, c'est le nettoyage qui permet d'avoir ça. Cependant, lorsqu'on est dans les 8000, dans les révocations, avant d'arriver aux révocations, c'est toute une procédure. Vous savez, c'est nous-mêmes qui avons construit l'état de droit. Et on ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. Bien que vous soyez absent et qu'on peut vous suspendre le salaire, on n'a pas le droit, avec un coup de sifflet, de vous révoquer. Il faut que toute la procédure soit épuisée pour qu'on arrive à la révocation et au licenciement. Mais justement, ceux qui sont reconnus coupables de ces faits-là, de ces salaires indûment perçus et autres, pourquoi il n'y a pas peut-être un système normatif, un cadre juridique de sanctions qui peut-être découragerait ceux qui voudraient s'engager sur ça? Voilà, effectivement, je voudrais même attirer l'attention dans ce sens-là. Parce que là, nous sommes encore dans le nettoyage. Tout n'est pas classé. Nous connaissons qu'est-ce que le code pénal camerounais a réservé pour des auteurs de faux et usage de faux. Des salaires indûment perçus, c'est un détournement, c'est un vol. Donc, alors, on finit d'abord le recensement, on recense ces personnes et rien n'est exclu. Nous n'allons pas venir, n'est-ce pas, livrer le secret ici, mais vous pouvez en être sûr que ces personnes qui ont indûment reçu les salaires ne resteront pas impunis. C'est pas qu'on arrête, on suspend le salaire et tout est classé. Non. Et je crois que sur ce plan, la procédure, elle reste en cours. Et il y a même plusieurs procédures qui sont ouvertes, n'est-ce pas, à cet effet. Mais je veux aussi également... il nous faudra combien d'années pour qu'on arrive à la fin des procédures? Non, c'est pour ça. Vous savez que chez vous, le minimum, c'est 20 ans. Non. Que ce soit combien d'années, pourvu que, n'est-ce pas, s'asseoir en conformité avec nos lois. Vous savez que vous avez l'art, n'est-ce pas, d'alarmer le peuple avec les milliards, parce que le Camerounais s'exprime qu'en milliards. Moins de choses, on va entendre dire qu'il y a 10 000 milliards qui ont fait ceci. Mais en réalité, il y a des experts qui sont chargés des enquêtes financières, qui entrent en profondeur. Il y a, n'est-ce pas, les effets d'annonce qui sont faits pour
alarmer le peuple sur le nombre de milliards qui sont supposés. Vous avez parlé tout à l'heure sur un problème je crois, de Covid ou quoi, avec 180 milliards. Vous voyez que si on va dans une logique mathématique, vous ne serez même pas capable de me dire là où les 180 milliards se situent et comment ça... Mais c'est pas nous qui avons donné les chiffres, hein, c'est la Cour des comptes. C'est ça. C'est la Cour des comptes. Et vous voyez, il ne faut pas prêter les mauvaises intentions à la Cour. La Cour des comptes n'a jamais dit que 180 milliards ont été avalés. C'est vrai que ce n'est pas le sujet, mais je fais cette digression juste pour quand même attirer votre attention sur ce fait que les chiffres sont annoncés pour alarmer, comme je le dis, le peuple, mais les spécialistes, n'est-ce pas, des enquêtes financières entrent en profondeur pour ressortir maintenant les chiffres réels. Et bien évidemment, après avoir sorti les chiffres réels, on appose donc maintenant les procédures judiciaires qui adéquates pour réguler ce genre de situation. Un discours très optimiste de votre part, Benoît Fedje, lorsque on sait que la fonction publique, justement, est engagée dans un processus d'automatisation, de numérisation de ses services avec la mise en place progressive du CJPES 2 qui va bientôt entrer en phase opérationnelle. On a envie de se demander un autre logiciel pour pouvoir gérer le personnel de la fonction publique, les agents publics, les agents de l'État. Un logiciel de plus. Est-ce un logiciel de trop comme les autres? Qu'est-ce qui va apporter? La numérisation s'impose parce que quel que soit le cas, nous ne vivons pas en autarcie dans le monde. Le monde aujourd'hui, à l'heure de la numérisation, et on ne peut que s'adapter. Et quand on voit, n'est-ce pas, ses avantages, bon, c'est vrai qu'il y a aussi des inconvénients parce que tout compte fait, chaque machine a au fond, n'est-ce pas, un pilote qui gère la machine, mais il vaudrait mieux que nous nous arrimions comme partout dans le monde. Et aujourd'hui, je pense que c'est derrière ça qu'on peut mieux remplir le contrat de performance dans les services, comme vous venez même d'évoquer tout à l'heure. Si aujourd'hui, on a vous avez l'impression que ce nouveau logiciel va mettre à jour le logiciel de la fonction publique camerounaise? J'ai espoir, j'ai une ferme conviction même que cela pourra mettre à jour. Puisqu'on prend des exemples ailleurs, même si on peut s'offusquer du fait que, n'est-ce pas, qu'on prenne ces exemples ailleurs, on voit quand même ailleurs, on ne peut pas... On voit un peu dans le système anglais et comment est-ce qu'on utilise le numérique pour pouvoir gérer la fonction publique et ça marche. Bon, ça marche. Si chez nous aussi, on peut progressivement se battre à nous arrimer, je crois que cela ira pour le bien de l'ensemble des Camerounais et de ce quoi de notre État. Un autre logiciel qui devrait pouvoir pallier aux insuffisances de ceux qui ont été usités auparavant et qui ont montré clairement leurs limites. Est-ce que vous avez foi en Non. Nous pensons que c'est un de trop. Il faut le dire clairement. Que M. Fedje dise que nous alarmons les populations. Ne les alarmons pas. Nous avons simplement le langage de la vérité. Quand vous maintenez des discours dits progressivement, ça prend 20 ans, 25 ans pour que 2 ou 3 choses se mettent en place, pour qu'on dise qu'on a avancé alors que nous tournons à rond. Ce n'est pas vrai. Nous avons un discours vrai. Nous disons aux populations c'est un autre logiciel de trop qui va permettre d'engloutir d'autres milliards. Je vous dis et je vous répète, ce système est bien orchestré pour que ce qui se passe là se passe. D'ailleurs, qui vous dit même que ce n'est pas le feu de paille qu'on a encore activé pour que nous oublions très vite les lignes 65 et 94. C'est des cellules assises qui pensent comment est-ce qu'il faut abrutir les Camerounais, comment il faut même arriver à un niveau où ils ne peuvent pas... Nous sommes dans un système où, vous et moi, nous sommes dans une société où, à l'heure actuelle, si nous vivons, nous sommes sûrs que nous allons finir avec une maladie, parce que tout ce qui arrive comme scandale, si vous n'êtes pas fort, vous chutez. Quand vous voyez vous voyez que vous ne pouvez pas aller au marché, le panier, la ménagère n'est pas assez costaud et tout ça, vous pouvez chuter quand vous suivez les chiffres que M. Fedje vous communique là. Donc c'est un système bien orchestré. C'est un autre logiciel de trop, M. Fedje. Nous avons eu tout ce que nous avons cité. Je vous dis, s'il y avait une petite marque de sérieux dans ce que nous faisons, seulement avec le CJPES 1, on aurait performé. Janice a dit quelque chose tout à l'heure. Dans certaines administrations, on constate qu'il y a des gens qui viennent à 8 heures.
Mais est-ce que vous pensez que pour que quelqu'un vienne à 8 heures, il faut que le patron... Je vous dis, il y a des pointeurs. En entreprise, nous avons des pointeurs. Si vous n'êtes pas venu à 8 heures, le conseil de discipline qui se tient le vendredi, on constate que vous n'êtes pas à l'heure au travail ou bien que vous n'êtes pas présent. Donc ce n'est pas la sorcellerie. Et vous citez bien le système anglo-saxon. Ils utilisent que le système numérique. Ce n'est pas sorcier. Donc il faut que le régime, le RDP s'arrête de nous de citer les mêmes choses tous les jours pour qu'on s'endorme. Nous disons aux Camerounais vraiment, lorsque vous avez confié un mandat à quelqu'un, et là nous sommes vraiment sérieux là-dessus, lorsque vous avez confié un mandat à quelqu'un et qu'il n'est pas en train de vous donner satisfaction du mandat que vous lui avez donné, il faut que vous preniez des actions fortes pour que cette personne soit sanctionnée. Et ce que nous nous proposons aux Camerounais, c'est que le 2 janvier 2023, que tous vont vers Elekam, ceux qui sont en âge de s'inscrire, de voter, allez s'inscrire pour que le moment venu vous sanctionnez ce régime. Je vous dis, on ne peut pas continuer avec autant de milliards tous les jours. Si vous n'êtes pas fort, vous faites un AVC. En attendant le 2 janvier, on a quelques mesures qui sont prises au niveau du ministère de la fonction publique avec depuis quelques jours des séances de formation des responsables des ressources humaines dans les administrations publiques, toutes administrations confondues qui sont menées actuellement. Ils sont formés à la prise en charge des fonctionnaires arrivés en fin de carrière, comment la gérer. Et le ministre dit que peut-être la meilleure solution, c'est l'anticipation. Oui, on peut féliciter qu'on soit entré. Vous savez, dans un service, on est tout le temps en quête de performance. C'est-à-dire que même nous, dans notre entreprise, nous avons nos agents se faire former pour que nous ayons des résultats beaucoup plus performants. C'est normal qu'on forme des gens à commencer à anticiper. Vous savez qu'il y avait quand même des gens qui allaient en retraite et qui attendaient 2-3 ans. Parfois, c'est normal qu'à la fonction publique, on commence donc à former un personnel dont le rôle sera d'anticiper sur les retraites de ceux qui sont sur le point de départ. Est-ce que ce n'est pas un début de solution? Non, ce n'est pas ça la solution. Parce que là, ça permettrait de gérer les flux et de savoir qui va en retraite. Non, ce n'est pas la problématique ici, c'est que nous avons des fonctionnaires clandestins. C'est comme ça qu'on les appelle. C'est des fonctionnaires clandestins. Ils ne sont pas là et ils émargent dans les caisses de l'État. C'est des clandestins. Là, nous parlons, lorsque vous parlez de cette performance des agents des ressources humaines en formation, vous parlez des gens qui, eux, sont un personnel effectif qui travaille et qui est à la porte de sortie. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se préparer à la retraite. Maintenant, on met donc des gens en formation pour acquérir des performances d'anticiper sur la gestion de traitement de leur retraite. C'est autre chose. Mais je vous dis, nous sommes sur le thème ici aujourd'hui, c'est que nous avons des fonctionnaires fictifs. Comment on fait? Monsieur Fediou, vous voyez qu'il faut faire le dilatoire. Est-ce que les salaires de ces fonctionnaires, 8100, sont suspendus? C'est plusieurs milliards de francs qu'on ajoutera aux 40. Est-ce que les 8100 salaires, si vous prenez que là-dedans, moi je prends même que tous ces tests sont A2, donc touche au moins 300 000. C'est beaucoup de milliards de francs. Comment on fait pour stopper la saignée? Est-ce qu'on attend qu'on continue l'identification ou que sur les 8700, 601 sont venus? On attend que le jour où 200 se pointent, on publie aussi leur nom. D'ailleurs, quand on publie leur nom, quels sont les chiffres qu'on adosse derrière leur nom? On dit qu'ils ont perçu les salaires pendant quelle période? Parce que c'est là le problème. Ils ont sûrement pris effectivement le service, mais à un moment, ce sont des douaniers du service. Ils ont donc commencé à percevoir qu'est-ce que l'État leur réclame exactement en termes d'argent perçu qu'ils ne devaient pas percevoir. Il faut qu'on adosse les chiffres, les montants derrière ces listes-là. Par exemple, c'est facile de faire une liste, monsieur Fediou, de la publier, et qu'un chef de famille, son enfant est assis chez lui et voit le nom de son père dans une liste, l'accusant de tout et de rien. Mais il faut adosser des chiffres. Si vous avez identifié que 915 personnes sont radiées à la fonction publique, ces 915, ça veut dire qu'il y a eu un travail préliminaire qui a permis d'identifier quels sont les faits qu'on leur reproche, la période des faits qu'on leur reproche, qu'est-ce qu'on adosse derrière cette période-là, c'est combien de milliards de francs. Parmi les fonctionnaires, on a notamment, on les a classés, ceux qui sont les plus absentéistes seraient les enseignants, mauvais élèves de la classe finalement. Est-ce que tous les problèmes sociaux qui sont liés à la condition de l'enseignant au Cameroun finalement n'impactent pas sur la qualité de la fonction publique qu'on a aujourd'hui? Ça peut, mais pas entièrement. Vous savez que le corps d'enseignants, c'est un corps qui s'utilise dans plusieurs administrations. C'est-à-dire la formation que l'enseignant acquiert à l'école normale lui permet d'être utile dans plusieurs administrations. Et ça fait que
généralement, ce sont ceux qui se déplacent le plus. Mais avant d'y arriver là, Janice, je m'évertue à dire à mon copanéliste que la suspension de salaire, il n'y a pas un problème sur la suspension de salaire et rien ne le démontre que les 8600 et poussières perçoivent encore de salaire. Je suis en train de dire donc, le traitement, il y a une méthode de traitement de dossier tel qu'on commence d'abord par la suspension. Quand on vous dit qu'on a nettoyé le fichier, à partir de l'assainissement, on a permis déjà de ramener tel chiffre dans les caisses de l'État. Alors, du coup, on n'a pas révoqué ce personnel-là. On continue donc par des procédures. On fait des mises en demeure pour demander de se signaler malgré que le salaire est suspendu. Donc, il ne faudrait pas que nous laissions croire que... L'information que vous nous donnez, c'est que les salaires de ces 8100 personnes sont suspendus. Pour la plupart, c'est suspendu. C'est maintenant la procédure... Non, mais comment... Ne dites pas pour la plupart. Dites que oui, c'est suspendu. Non, c'est très simple, Janice. Ne distrons pas... Le personnel a radié et licencié. Mais il y a donc 8100 personnes. Permettons aux téléspectateurs de nous comprendre. Il y a une différence entre révocation, licenciement et suspension de salaire. Nous sommes d'accord. Voilà. Donc, quand on arrive à la révocation, au licenciement, c'est déjà le point final. Tout à fait. C'est déjà fini avec vous. Tout à fait. Mais la majorité que vous voyez là sont déjà en suspension de salaire. Autant que le travail continue. Donc, il faut oublier déjà ce côté-là. Maintenant, je reviens avec vous. Je dis, Janice, que on dit, le corps enseignant, il prend la part belle. Oui, vous savez également que dans la fonction publique, les enseignants occupent une grande partie. Donc, s'il faut faire le ratio, c'est tout à fait normal que ce soit encore les enseignants qui soient ceux qui migrent de plus d'un ministère à un autre, qui s'envolent, qui font ceci, une raison de plus parce pour ne pas rester sourd à leurs revendications, peut-être? Je ne sais pas si... Non, la revendication, c'est tout à fait normal, mais la revendication ne voudrait pas dire la fragilisation, n'est-ce pas, de son métier. Parce que la profession enseignante n'est pas une profession, je dirais, ordinaire. Il faut se sentir capable pour être enseignant. Au-delà du métier, la profession revêt, n'est-ce pas, un certain sacerdoce, une certaine vocation pour que vous y arrivez. Vous ne vous levez pas et vous lancez comme ça. Donc, c'est ça aussi qu'on souffre quelque part aujourd'hui au Cameroun, où, n'est-ce pas, la profession est devenue également un repêchage, n'est-ce pas, de tous ceux qui sont en quête d'un emploi quelconque. Et que vous n'allez pas mettre en doute les critères, les conditions d'accès à la fonction publique au Cameroun? Non, mais on ne peut pas mettre... Non, mais ni, n'est-ce pas, les conditions de sélection, ni les critères de sélection, mais comprenez qu'on peut se retrouver parfois avec un enseignant qui aurait dû être qu'un magistrat. Cela ne veut pas dire accéder à une fonction. Il y a des critères d'intelligence qui entrent en jeu. Donc maintenant, la vocation doit porter, on porte la vocation en soi. Donc, quand on entre dans de telles fonctions où vraiment la vocation est capitale, c'est là où on peut, n'est-ce pas, faire ces analyses-là pour y arriver. Donc, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que la fonction publique camerounaise, elle a connu toute cette gymnastique, mais elle est en train de se refaire. Et loin de critiques pour la critique, qu'on peut, n'est-ce pas, encaisser aujourd'hui. J'ai pris l'exemple en disant les mêmes problèmes que nous connaissons chez nous, les autres connaissent aussi. Mais on va, n'est-ce pas, en permanence dans la voie de la perfection, parce que c'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, vous avez parlé de la décentralisation dans la fonction publique. Oui, voilà un peu peut-être des pistes qu'on peut ajouter, n'est-ce pas, au comptage physique du personnel de l'État. Maintenant, on y est associé à la décentralisation en cours à l'heure actuelle. Donc, ça peut produire de meilleurs résultats? Ça peut produire de meilleurs résultats. Quand on a un nombre réduit à contrôler, c'est plus facile que lorsque, n'est-ce pas, on centralise et on a à contrôler. Donc, des choses sont quand même en train de se faire. Et je crois qu'avec ça, on peut atteindre les résultats meilleurs
pour le lendemain. Au lieu de penser qu'on va tout détruire pour recommencer avec un nouveau-né. On n'a pas parlé de destruction sur ce plateau. Je sors là, parce que, vous savez, mon compagnoniste a pensé qu'il aurait été mieux peut-être de laisser toute cette expérience de côté pour recommencer avec un bébé qui a encore besoin de ramper pour chercher à marcher. Mais je dis, pour le moment, l'expérience compte encore avec ce que le régime en place a déjà vécu et il connaît déjà tous les bandits qui tournent tout autour. Mais si on passe facilement la main chez celui qui va encore apprendre même à lire le bandit, ça sera plus grave, non? Mais on essaye en tout cas de comprendre les raisons du phénomène et puis de suggérer quelques pistes de solutions. L'expérience, si elle est négative, si le résultat de l'expérience est négatif, on se doit de recommencer. Ce n'est pas négatif. C'est imparfait. Vous venez de résumer clairement. Si l'expérience est négative, nous sortons de 40 ans d'expérience négative. On ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer de faire tout ça aux Camerounais. D'abord, vous les avez traités sur ce plateau de tous corrompus. Tous les Camerounais ne sont pas corrompus. Tous ne sont pas corrompus. Vous avez dit ici au début de votre propos que c'est inné dans leur sang, ils sont corrompus. Je vous dis non. Même à la fonction publique, vous trouvez, et moi j'en connais, des gens à qui on propose des choses qu'ils refusent. Parce que ce n'est pas dans leur ADN. Mais vous les avez traités depuis leur naissance de leur maman qui va voir le pédiatre qui sont déjà, qui va voir le gynécologue qui sont déjà corrompus. Non, il y a encore une petite poignée de Camerounais sur les 25 ou 30 millions qui pensent encore que les choses peuvent se faire de manière ordonnée. Ce n'est pas parce que chez les autres ça va mal que nous aussi nous allons accepter que chez nous que tout aille mal. Nous pouvons nous perfectionner. Toujours dans la recherche des pistes de solutions pour ce qui est des problèmes d'absentéistes et d'abandon de postes dans la fonction publique, on a remarqué, selon les chiffres rendus publics par le Minfopra, que les enseignants étaient très touchés. Est-ce qu'il n'y a pas le lien entre les revendications des enseignants et peut-être les solutions qui pourraient jaillir de cette situation? Non, vous savez, les revendications des enseignants sont faites par les enseignants qui, eux, sont effectivement en poste. Je vous dis, le mal est beaucoup plus profond dans presque tous les secteurs. Mais les enseignants, ceux qui revendiquent... On parle d'abandon de poste. Mais je vous dis donc que ceux qui sont là, que vous voyez tous les jours et qui vous disent OTS, c'est ceux qui sont vraiment effectivement au travail. Parce que ceux qui ne sont pas au travail, OTS ne les préoccupe pas. Ils n'ont même pas besoin de ces avancements-là. Du moment où il n'est pas là, la carte est laissée à quelqu'un qui va tchouquer, le salaire passe tous les mois. Les réseaux de partage, il a dit, ils ont identifié tous les bandits, ils connaissent tous les réseaux de partage, comment est-ce qu'ils se font les partages avec tous ces bandits identifiés, puisque lui, il a dit qu'ils ont identifié. Ils ont 40 ans, ils ont identifié tous les bandits. Donc, il serait même intelligent qu'eux, ils stoppent la saignée. Mais s'ils n'arrivent pas à la stopper, ça veut dire qu'ils nous tourneront depuis 40 ans. C'est ça, M. Fedieu. Parce que si le problème est dans le corps enseignant, ceux qui sont présents et qui revendiquent un certain nombre de choses, ceux qui sont effectivement au travail, ceux qui ne travaillent pas ne sont pas là. Moi, c'est ce que je voulais vous dire. Dans le corps enseignant, ceux qui ne travaillent pas ne sont pas là. Les salaires sont perçus soit par des intermédiaires, soit par des membres de famille, soit par leurs responsables qui s'occupent lorsqu'ils ont retiré cet argent, de le diviser en quote-part à qui il doit envoyer tout ça là. Mais ceux qui sont là, eux, ils sont ceux de OTS que vous voyez tous les jours dans vos plateaux et qui vous disent qu'ils ne vont pas enseigner parce qu'ils n'ont pas eu leur argent. Vous les voyez quand même dans les établissements, non? Ils viennent, ils sont présents, mais ils n'enseignent pas. Mais les fictifs dont nous parlons là ne viennent même pas. Ça veut dire qu'ils ils ne viennent même pas signer la présence. C'est un grand réseau de corruption entretenu par ceux qui nous gouvernent. Je vous dis, c'est fait comme ça pour tenir tout le monde afin que le moment venu, on puisse dans un rapport de force, on puisse vous brandir un certain nombre de choses. C'est pour ça que je demande à M. Fedieu qu'on devrait adosser à cette liste-là des chiffres. Parce que ce qu'ils font généralement, c'est qu'après donc, on vous informe donc que vous devez être poursuivi pour ceci, et que la route que vous prenez là, si vous voulez mettre en PCRN, arrangez-vous d'abord parce qu'il y aurait. C'est ça que nous reprochons à ceux que nous gouvernent. Adosser aux chiffres, adosser aux listes des chiffres. Dites aux Camerounais, les 8100 personnes, nous avons suspendu leur salaire. C'est tel montant que le trésor public va bénéficier et que cet argent-là pourrait être réinvesti dans ceci. Dites aux Camerounais. En tout cas, pour l'année 2020, on a parlé de 40 milliards d'économies sur la masse salariale des agents publics et
à cela s'ajoute une enveloppe de 12 milliards de salaires et pensions qui étaient virés dans les comptes des personnes. Alors, oui, mais j'en ai sur les 915. Les 915, qu'est-ce qu'on adosse derrière les 915? La question reste posée. La question reste en suspens. On espère avoir des réponses dans les prochains jours. Je vais vous dire que ce n'est pas seulement les chiffres que le PCRN veut, parce que les chiffres sont là. Il ne fait que demander les chiffres. Les chiffres sont là. Mais on ne viendra pas, je ne sais pas ce qu'on viendra encore mettre derrière les soit 8500 avec salaire suspendu, alors que d'une part, on vous a déjà clarifié qu'on a fait un nettoyage qui a permis de stabiliser 40 milliards. En plus, on a encore sorti le chiffre de 12 milliards qui sont les salaires et les pensions des décédés. Il parle de la vague qui vient d'être rendue publique. Cette vague est déjà dans ça. C'est pour ça que cette raison que j'ai bien dit, il ne faut pas qu'on embrouille les téléspectateurs. Il y a des procédures. La suspension de salaire passe avant la radiation, avant le licenciement. Donc avant d'arriver au licenciement, on a déjà usé toutes les procédures, tous les recours possibles. C'est plus clair. Mais je dis que non, vous avez dit l'expérience n'a pas échoué. L'expérience est là. Et c'est grâce à cette expérience-là qu'on réussit à déceler les poches des bandits. Oui, j'ai dit que cela, peut-être, vous avez compris d'une autre manière. Mais je dis, toutes ces personnes-là, ce que je peux appeler des filous, toutes ces personnes avec cet état d'esprit sont nés avec. Ça veut dire qu'il est entré même dans la fonction publique avec cela en lui. Et c'est pour cette raison que j'ai dit, je ne veux pas dire aujourd'hui que vous ou moi, je suis forcément de cela. Je ne suis pas un fictif, je ne suis pas en train de percevoir le salaire fictif, mais tout cela, j'ai bien dit, ils sont nés comme ça. Mais et je le rappelle. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'accélérer la cadence? Parce que quelque chose que Germain Fils a dit et qui est pertinent, c'est que dans un contexte qui est marqué par des crises, qu'elles soient sécuritaires, climatiques ou bien alimentaires, avec la crise russo-ukrainienne, entendre des choses comme ça font mal aux Camerounais lambda. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'accélérer la cadence et d'arriver peut-être à de meilleurs résultats et dans un laps de temps réduit? Et moi, je dirais même que c'est même dans ce contexte-là qu'il faut bien expliquer aux gens. Parce que ce qu'il faut expliquer aux gens, et j'étais même en voie de le faire, ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est que si on n'avait pas rendu public, cela se passerait comme s'il n'y a rien, comme si tout fonctionne normalement. Aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai un peu dénoncé le caractère alarmiste du peuple en disant non, puisque c'est par rapport à l'expérience et au travail fait qu'on a découvert qu'il y a ces personnels-là, qu'il y a ces agents-là qui entretiennent ce flou-là dans la fonction. Tout comme il a cité le cas Lebou qui a défrayé la chronique. Je ne peux pas donner de nom. Non, il n'y a pas de souci. Son nom n'est pas caché, ça n'a pas l'échec de la part des politiques publiques qui ont été implémentées par certains présidents. Vous savez, Janice, si on avait eu cette crédibilité de l'être humain, on ne créerait pas les lois pour sanctionner. On ne créerait pas les lois pour sanctionner. Lorsqu'on a créé des lois pour sanctionner, c'est parce qu'on connaissait d'avance que l'être humain, il doit être surveillé et il peut de temps en temps poser des actes. Il faut tout simplement contrôler et l'attraper dans ses actes. Et le cas où nous avons parlé avec cet individu qui entretenait son réseau, il a été démasqué parce qu'effectivement, dans la grande expérience, on a placé des hommes qui ont pu être plus expérimentés et aller détecter là où il y avait un flou. Ils ont mis public. La même chose aujourd'hui. Après des années à être passé entre les mailles du filet. Bon,
je vais dire que, continuer seulement à dire qu'aujourd'hui, si nous avons un certain nombre, malgré les crises que vous avez dit, effectivement, que les Camerounais comprennent que c'est par rapport à ces crises, on a redoublé vraiment d'efforts, de vigilance, et c'est ça le résultat qui saute aujourd'hui à l'œil. Parce que nous sommes plutôt fiers aujourd'hui de comprendre qu'autant de milliards ont chiffré la masse salariale camerounaise tout simplement à 1,2 milliard par an. Mais si aujourd'hui on commence à baisser déjà à 1,1 milliard et poussière parce qu'on a remis dans les caisses de l'État, je crois que je l'ai dit d'entrée de jeu ici, que ça ouvre plus de chances à d'autres Camerounais pour pouvoir se trouver une place dans la fonction publique. Ça ouvre plus de possibilités à l'État de manœuvrer dans d'autres rubriques qui peuvent porter pour le développement du pays. Il n'est jamais trop tard. Il est tout simplement tard lorsqu'on n'a pas initié, lorsqu'on n'a pas osé. À l'heure actuelle, on a osé et c'était aussi très difficile d'oser parce que lui n'a que vu le système et puis le système qui est entretenu par la corruption. Mais ce qu'il a oublié de dire et qui doit le dire, c'est qu'on parle là des Camerounais. Et quand on parle des Camerounais, c'est le PCN, c'est le RDPC, c'est tout le monde. Même si vous nous avez quand même permis de reconnaître que le RDPC est un grand tour qui a, n'est-ce pas, maintenant les sous-ensembles que sont... c'est vous qui nous amenez à le dire. Pour chuter, Benoît Fedjo. Non, pour chuter, je dis tout simplement que l'opération est salutaire et il est en train de porter ses fruits et il portera davantage parce qu'à l'heure où nous parlons, il y a encore, je ne viendrai pas donner le secret de certaines choses ici, il y a encore une vague qui tombera d'un moment à l'autre au regard du travail qui est abattu et qui continue à être, n'est-ce pas, mené avec les deux ministres, le ministre de la fonction publique et le ministre des Finances. Des Finances. Oui, ce que je voulais dire dans ses propos, c'est qu'il a évoqué le fait qu'il y a 40 milliards qui peuvent être épargnés pour faciliter le recrutement d'autres personnels. Mais il faut questionner même le recrutement. Lorsque nous recrutons et qu'après on peut déceler des faux diplômés, ça veut dire que le système même de recrutement est à questionner et à actualiser. Donc, c'est là où commence la corruption. C'est là. Moi, je vous dis, c'est la corruption. Parce que lorsqu'on va vers un recrutement et qu'on peut quand même recruter des gens qu'on forme, qui vont en formation, on forme pendant 2 ans, et qu'ils sortent, ils prennent service, et après 4 ans, on vient leur dire qu'ils ont des faux diplômes, ils ne devraient pas être dans le service. Vous voyez que c'est là la Mais des avancées ont été faites dans ce sillage. Mais au moins, Joseph l'a annoncé il y a quelques jours que désormais, les dossiers qui sont, les diplômes seraient authentifiés auprès des écoles de formation. Ils n'étaient pas authentifiés avant. Il fallait Donc ça veut dire qu'ils n'étaient pas authentifiés avant. Ça veut dire que depuis 40 ans, nous recrutons sans authentifier les diplômes. Il l'était, mais pas directement. Non, mais ça veut dire que vous revenez à ce que je suis en train de vous dire. C'est un système bien huilé de corruption. Parce qu'on vient de vous dire que désormais on va aller contrôler, vérifier les diplômes dans les écoles. Ça veut dire que pendant 40 ans, on a recruté des gens sans contrôler les diplômes. Et on arrive dans là. Ça veut dire que nous dépensons de l'argent à aller lutter contre une corruption que nous pouvons prévenir au départ. Les diplômes étaient authentifiés, mais ça prenait plus de temps et il est question maintenant d'automatiser les procédures et de les rendre moins longues. Janice, il faut simplement informatiser la gestion du patrimoine de l'État, c'est tout. Lorsque vous voyez que chez les autres, il aime avoir cette espérance d'aller chez les autres, il ne cite pas ce que chez les autres c'est bon. Si vous êtes un natif européen et que vous avez besoin de votre acte de naissance, on ne vous demande pas de quitter au Cameroun pour rentrer dans votre pays chercher une copie. Vous entrez dans votre truc, vous demandez une copie d'ailleurs, on vous l'envoie. Donc il faut informatiser. L'histoire d'aller, il faut simplement rattacher pour la vérification des diplômes, il faut informatiser. Les ministères de l'éducation, tous ces ministères en charge qu'on a subdivisés à la fonction publique, de telle sorte que la personne qui est en charge de l'identification ou du recrutement puisse avoir accès à tous les serveurs. À ce serveur-là, si vous lui dites que vous avez un bac, qu'il tape ici et qu'il ait votre pièce. Maintenant, quand on ne le fait pas, c'est parce que là-dedans, on a eu le système. Si vous l'avez servi, il peut faire, on vous recrute, et que dans 10 ans, le jour où vous voulez changer de voie, qu'on vous brandisse que non, il y a 10 ans, vous avez perçu quelque chose que vous ne méritez pas. Donc, c'est huilé. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose que vous voulez dire à M. Feu, c'est que les Camerounais, vous avez pensé que les Camerounais sont dupes. Mais il y a une génération qui n'a pas vécu le maquis de 82, celle la nôtre, qui, avec le monde qui est devenu un village planétaire très éveillé, c'est pour ça que votre enfant de 5 ans
manipule votre téléphone, vous êtes surpris, peut vous regarder les Tintins à la télé, vous êtes surpris. C'est une génération très éveillée. Le discours d'endormissement, d'embellissement n'est plus possible parce que quand vous finissez de le dire, lorsqu'il s'assoit devant l'écran, il voit autre chose ailleurs. Et le village, c'est un monde planétaire. Voilà, et vous ne pouvez pas continuer. Si vous tenez un discours et que sur l'application de ce que vous dites, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas mettre des lois, des procédures en place qui font 10, 20 ans, 25 ans, et vous dites aux gens que non, le processus. Les gens meurent, d'autres naissent, des gens meurent, on est dans un processus. Non, il faut savoir de manière sectorielle annexer les problèmes et les résoudre pour qu'on avance. Si on ne le fait pas, on sera en train de tourner en rond. C'est pour ça que nous disons au Camerounais que nous avons fait 40 ans dans ce système-là. Il faut que nous pensons et nous sommes au travail pour qu'on sorte de ce système. Merci Benoît Fedieu d'être passé par ici. Merci à Germain Fils d'être également, d'avoir été des nôtres pour cette autre édition du débrief de l'actu. Ne manquez surtout pas l'édition de demain, une présentation de Lille Piédiou qui vous entretiendra depuis la ville de Douala pendant 52 minutes, nous l'espérons. En attendant, restez en compagnie des programmes de Canal 2 International qui se poursuivent avec juste derrière la pub, le grand journal, le 19h50. À bientôt. Merci.